Le groupe IRSEM, c'est plus de 5 millions de personnes couvertes. On a en moyenne 75% de bonnes prédictions sur les recommandations. Bonjour et bienvenue sur WinTalk, le podcast IT au cœur du business. Alors aujourd'hui, nous recevons Oussama Ganfoudi, c'est le directeur marketing commercial Data & IA du groupe IRSEM. C'est une entreprise spécialisée dans la protection sociale pour les salariés et les employeurs du secteur de l'emploi à domicile. On a fait plus 10% sur le portefeuille santé depuis qu'on a intégré nos résultats de data science. Alors aujourd'hui, on va voir comment la data et l'intelligence artificielle transforment un secteur aussi complexe que l'assurance. L'assurance, c'est anticipé, la data nous permet d'y arriver. Comment mieux cibler ses clients, comment transformer les données en valeurs concrètes et surtout, comment garder l'humain au centre. Oussama Ganfoudi, c'est maintenant et sur WinTalk. Alors bonjour Oussama, merci d'être venu aujourd'hui, on est très heureux de t'accueillir. Alors aujourd'hui on va parler de data et d'intelligence artificielle et notamment comment le groupe IRSEM dans lequel tu travailles a intégré la donnée et l'intelligence artificielle pour mieux cibler ses clients et également mieux anticiper les risques. Alors toi, tu as commencé par un parcours d'ingénierie informatique, tu t'es ensuite dirigé vers des sujets plus data et tu fais maintenant partie du COMEX d'un groupe de protection sociale qui est l'IRSEM. Tu vas nous expliquer ce que c'est. D'abord, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours en 2-3 minutes, s'il te plaît? Très rapidement, moi j'ai un diplôme d'ingénieur en génie informatique et stats. Je l'ai eu en 2010. C'était l'explosion de Facebook, des gros groupes pour les réseaux sociaux. Et donc, moi, j'avais toujours l'intuition de me dire, finalement, il va y avoir énormément de volumétrie de données. Ça serait bien de m'orienter vers une filière qui me prépare vers ça. Et donc, c'était génie informatique. Donc, il y a l'aspect informatique, algo, etc. Et stats, où il y a toute la partie data mining, recherche opérationnelle, ce genre de choses. Okay. Donc, diplômé en 2010. Après, j'ai eu un petit parcours en prestation de service. J'ai bossé très rapidement chez Vauban, à l'époque ça s'appelait encore Vauban, aujourd'hui ça s'appelle Malakoff Humanis, parce qu'il y a eu pas mal de fusions entre temps, mais tout de suite dans un groupe de protection sociale où beaucoup de données, beaucoup de besoins utilisateurs pour regrouper les données, les retravailler, construire des dashboards, ce genre de choses. Et donc j'ai bossé quelques temps chez Humanis. Après j'ai eu un petit passage à la caisse d'épargne. Et en 2019, entrée à l'IRSEM. Ok. Donc en 2019, entrée à l'IRSEM. Est-ce que tu peux nous expliquer en 30 secondes ce qu'ils font l'IRSEM? Donc l'IRSEM, c'est un groupe de protection sociale qui est spécialisé sur les salariés du particulier employeur. Okay. Ça représente quasiment 5 millions de clients, ce qui est énorme. On a un petit défaut de notoriété, mais on est en train d'y travailler. Là, ça commence à bien remonter. En fait, le salarié du particulier employeur, on en a tous autour de nous. Et les particuliers employeurs, on en a tous autour de nous et on l'est indirectement. Je ne sais pas si tu as des enfants, vous avez des enfants, ou vous avez une femme de ménage ou un auxiliaire de vie. Donc, c'est des métiers qui sont très importants, qui sont malheureusement souvent invisibilisés. Et donc nous, on est là pour les protéger. Et donc on vient travailler autour de toute la partie prévoyance, mutuelle, retraite complémentaire, action sociale et prévention. Donc tu arrives en 2019, on l'a dit, ta mission c'est de construire le pôle data, c'est ça? Ouais. Comment tu démarres? En fait, je rentre en chefferie de projet informatique et très rapidement, le DG de l'époque a l'intuition de se dire on a beaucoup de data, il faut qu'on en fasse quelque chose, et ça serait bien de le faire à un seul endroit. Et donc, il se dit, ça serait bien d'avoir une structure ou un département qui regroupe ces sujets-là. Et donc, rapidement, il me propose de chapeauter ce pôle-là et de construire le pôle data au niveau de l'IRSEM. Donc, c'est un pôle très rapidement qui a grandi, puisqu'au début, on a travaillé autour de toute la partie gouvernance de la donnée, cartographie de la donnée, linéage de la donnée, toute la partie gouvernance de la donnée. Aujourd'hui, très rapidement, on a par exemple des propriétaires de la donnée au sein de l'IRSEM, c'est-à-dire que les métiers, finalement, s'approprient la responsabilité des règles de gestion qui s'appliquent à leurs données. On a travaillé aussi, donc on a monté aussi un service qui a travaillé autour de la big data, l'intelligence artificielle, à l'époque. Et donc finalement, très rapidement, on a structuré une vraie entité data forte au sein de l'IRSEM qui permettait à la fois de consolider finalement pas mal d'informations qu'on a autour de nos clients et d'avoir une approche beaucoup plus structurée et consolidée au sein du groupe. Et ça représente combien de personnes aujourd'hui le pôle data au sein de l'IRSEM?
Aujourd'hui, on a grandi, donc on est devenu une direction un peu plus grande. Donc aujourd'hui, on est globalement entre la direction data et la direction commerce market. On est une petite 60aine de personnes, sur quasiment 550-600 collaborateurs. Bon, on va essayer de voir justement au travers de ce podcast comment en fait vous faites pour mieux comprendre les clients grâce au profilage et au ciblage. Et surtout, on va dire concrètement comment tu fais avec la data pour mieux cibler. On a beaucoup de données de nos clients. Mais malheureusement, c'est des données, beaucoup de données de gestion. Un peu moins de données, tu sais, de type market, commerce, habitudes comportementales, ce genre de choses. C'est quoi comme type de données alors en fait, c'est beaucoup de données de gestion, c'est les adresses, c'est la personne, elle a eu un sinistre parce qu'on lui a payé une prestation dans le cadre de sa prévoyance. Le sinistre a été ouvert de telle date à telle date. Voilà, c'est plutôt des informations de gestion et un peu moins des informations de ciblage pour nos publics. Et donc on a construit des moteurs, mais des moteurs de recommandation très opérationnels. C'est-à-dire qu'on va venir poker un moteur de recommandation pour se dire finalement quelqu'un qui sera impétent à un produit, quelle tête il devrait avoir. T'as un exemple concret là-dessus ? On a des exemples concrets parce qu'auparavant on faisait des ciblages, c'est-à-dire qu'on disait que quelqu'un qui va prendre un produit obsèque par exemple, c'est quelqu'un qui a entre n'importe quoi 50 et 60 ans, qui a potentiellement des enfants et qui habite en proche banlieue. Ça c'est un ciblage plutôt old school. Et aujourd'hui ce qu'on dit c'est qu'on va regarder finalement les personnes qui ont déjà le produit et on va essayer via nos algos reconstituer le profil type de la personne qui va être appétente au produit. Et une fois qu'on a ces éléments là, on va venir tester sur le terrain cette appétence-là ou cet intérêt, et on va venir faire apprendre à l'algorithme les erreurs, et on va venir affiner cet algorithme. Ah parce qu'il y a quand même une marge d'erreur. Il y a une marge d'erreur qu'on accepte, et on se dit finalement, on pense que cette personne elle est appétente, mais on n'en est pas sûr. Et donc, via nos campagnes marketing, via nos appels sortants, via les contacts avec nos clients, via aussi une rétroaction qu'on a mis au niveau du CRM, ce qu'il faut dire c'est qu'aujourd'hui, au sein du CRM, tous les gestionnaires de l'IRSEM ont dans la fiche client un petit item qui viennent valider ou invalider finalement, et ça vient être un outil d'aide à la décision. Donc à tout moment, quand ils ont un contact avec le client, ils peuvent venir valider ou invalider la préconisation qu'on a faite. Et ce qui enrichit l'algorithme. Exactement, ça enrichit l'algorithme, et donc on a derrière une boucle de rétroaction qui vient dire finalement on a considéré qu'il était appétent. Le gestionnaire, via son échange avec le client, se rend compte que non. Donc finalement, il vient invalider le résultat. Et derrière, on a une rétroaction qui vient permettre à l'algorithme de réapprendre. Et c'est par itération. Et donc là, aujourd'hui, on a des algos qui sont assez robustes. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a un taux de bonne prédiction de quasiment 75% de cas. C'est-à-dire que globalement, dans 75% des cas, quand on fait une prédiction, on est quasiment sûr qu'elle est bonne. Ok, ce qui est plutôt pas mal. Plutôt très bien. Ouais. C'est ce qui nous permet de nous dire, finalement, sur le semestre 1 de cette année, on a des taux de prédiction, par exemple, qui chutent. Et ça va nous mettre une alerte au niveau des équipes techniques pour dire, attention, là, notre algo est en train de dévier, il faut qu'on aille regarder. Ah, parce qu'il peut partir... Il peut partir pour une raison ou pour une autre. Ah oui, il peut dévier, et on se dit, ok, on avait telle valeur et telle valeur qui étaient discriminantes ou qui expliquaient le modèle. Finalement, cette valeur-là, elle est plus si parlante que ça, si explicative que ça. On va aller regarder ce qui se passe et on va venir retuner finalement notre moteur. Et donc, on a des indicateurs dans nos dashboards qui nous permettent de suivre les préconisations et la qualité du résultat de l'algorithme. Ok. Et donc, du coup, est-ce que justement l'algorithme, il est accepté par le middle management et les conseillers, ou est-ce que tu dois les convaincre que c'est une bonne chose de l'utiliser ? Je t'avoue qu'au début, on a eu un peu de difficulté. On a eu un peu de difficulté parce qu'on n'a pas fait suffisamment l'exercice d'acculturation. En gros, les gestionnaires se sont dit « Ok, c'est une boîte noire. On a un algo qui nous dit « Ok, il est appétent, il n'est pas appétent, mais je ne comprends pas comment il fonctionne. » Ah, ok. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu toute une phase d'accompagnement au changement et d'explication. Quand on a un algo qui tourne, c'est se dire on doit avoir un critère d'explicabilité. On se doit d'être capable d'expliquer pourquoi est-ce que l'algo nous recommande telle personne comme impétente. Ça sort pas du chapeau. Exactement. Et donc, on s'est mis autour de la table avec les gestionnaires et les utilisateurs, et on leur a dit, finalement,
Notre algo estime que lorsque il y a X valeurs qui sont discriminantes ou qui sont explicatives, on va considérer que la personne est appétente. Et c'est vrai qu'avec ces discussions-là, les gestionnaires disent « Ah oui, effectivement, on a remarqué aussi que quand la personne, elle vient de déménager ou elle a eu un changement de situation maritale, eh ben on s'est rendu compte que la personne avait tendance à prendre un produit santé. Pourquoi ? Parce que généralement, le produit santé, il est pris soit par le mari ou par la femme, et donc c'est plutôt un contrat groupe. Et donc, quand il y a un changement marital, ben, finalement, la personne qui se retrouve tout seule va chercher un contrat santé. Et donc, finalement, cette explication terrain, qu'on avait détectée aussi au niveau de nos algos, avait du sens au niveau des gestionnaires. Et donc, ce travail d'explication de nos algos a permis une acceptation de... Limite, c'est censé être du bon sens pour un conseiller, c'est juste qu'on leur mâche le travail. Exactement. Ok. Exactement. Et comment on a présenté les outils et les résultats ? On les a présentés comme des outils d'aide à la décision. Et pas de décision à leur place. Exactement. Okay. Et aujourd'hui, nous, au sein de notre écosystème, à aucun moment, on a une prise de décision qui est faite de bout en bout via l'IA. Forcément, il va y avoir un moment où... Un humain. Exactement. C'est plutôt au service du conseiller. Exactement. Plutôt que on va vous remplacer par l'IA. Non, pas du tout. Et donc, à chaque fois, l'humain est en garde-fou par rapport à recommandations de l'IA, et il va venir accompagner le gestionnaire lorsque il y a une discussion et un échange avec le client. Et donc, on l'a sur les deux aspects, parce que là, on a beaucoup parlé des recommandations au niveau des produits mutuels, parce qu'on a aussi une volonté de se développer sur ce pan-là, mais on a aussi développé des algorithmes de détection des fragilités. Quelqu'un qui a potentiellement une fragilité financière, et on va venir la détecter, et on va venir l'accompagner en amont, pour lui proposer de la prévention, pour lui proposer de l'action sociale et pour lui proposer un accompagnement. Et finalement, on vient en anticipation du besoin et pas une fois que finalement le coup dur est arrivé. Donc il y a aussi une explication, parce que c'est aussi l'ADN du groupe IRSEM. On est un groupe de protection sociale, donc on a une volonté de développer notre portefeuille mutuel parce qu'on est là pour protéger nos publics, mais on vient aussi les accompagner sur tous les aspects d'action sociale et de prévention. Donc ça, c'est plutôt comment anticiper les risques grâce à la data. Exactement. Pour l'assurer et aussi peut-être pour vous. Exactement. On vient finalement en anticipation de ces besoins-là, et on vient en accompagnement pour dire peut-être qu'à aujourd'hui c'est peut-être un peu plus difficile pour vous. Au lieu d'attendre que la personne, finalement, sa situation soit beaucoup plus difficile et beaucoup plus grave, on vient en anticipation, on vient en accompagnement. On vient lui proposer, je vous dis, de l'action sociale, de l'accompagnement avec des acteurs de la place, ce genre de choses. Et on a un vrai retour terrain qui est très très positif. Est-ce que du coup ça vous a permis peut-être de trouver de nouveaux clients aussi, d'en faire adhérer plus ou pas ? Ça nous a permis d'avoir une approche différente. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, on peut dire qu'à l'IRSEM, on a une approche vraiment data-driven de l'interlocution client. Alors qu'aujourd'hui, la plupart de nos communications vers nos clients, quel que soit le canal de communication, est data-driven. Et donc on vient construire une approche globale de l'interlocution client pour lui dire finalement, aujourd'hui, ce client qui a des fragilités, a des appétences pour tel et tel produit, on va venir l'accompagner, on va venir construire ce schéma d'accompagnement. Il est peut-être plus appétent ou plus sensible au digital. Peut-être qu'on va avoir une approche beaucoup plus digitale, un peu moins de print. C'est quelqu'un qui a besoin d'être accompagné au téléphone. Et on va se dire, cette personne, on va lui passer un petit coup de fil. Est-ce que vous avez reçu le courrier ? Est-ce que vous avez besoin d'explications ? Comment est-ce qu'on peut vous accompagner ? Comment on peut vous aider ? Donc il y a des approches qui sont de plus en plus hyper personnalisées grâce à ces résultats de data. Ok. On parlait tout à l'heure d'anticiper les risques, donc pour les assurer et pour aussi, je pense, la société. Est-ce que tu as un ou deux cas concrets peut-être à nous partager sur ces aspects-là ou pas ? Aujourd'hui, on a, surtout sur la partie action sociale, le fait d'être en anticipation permet on l'a dit tout à l'heure, mais permet d'accompagner au mieux le client. Parce qu'on a des gens qui... par pudeur ou par manque d'information, se disent c'est pas grave, je vais serrer les dents, c'est un peu compliqué ce mois-ci, peut-être que le mois prochain ça va aller mieux.
Pas forcément. Et pour éviter de rentrer dans un engrenage un peu compliqué, on vient nous en anticipation de ce besoin-là ou de cette problématique-là pour leur proposer un accompagnement. Je dis que ce soit de l'action sociale, que ce soit de la prévention, et même, et surtout, une écoute. Dire, on est là pour vous écouter, on est là pour vous accompagner, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Si on fait un peu un dézoom sur IRSEM, la data, comment ça vous sert au global, si on doit résumer dans les grandes lignes? Aujourd'hui, sur la data ILIA, c'est ce que je disais tout à l'heure, on essaie d'avoir une approche vraiment data-driven. On essaie d'avoir aussi une approche hyper personnalisée parce qu'il n'y a pas pire que proposer un produit ou un accompagnement à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Et dire, finalement, soit vous venez trop tôt, soit vous venez trop tard, mais finalement, vous me proposez un produit santé, mais j'en ai déjà pris un il y a 3 mois, donc finalement, ça ne m'intéresse pas. Et donc, on essaye on essaie de communiquer le bon produit ou le bon service au bon moment via le bon canal. Et aujourd'hui, on a des métriques qui sont plutôt intéressantes, que ce soit en termes de taux d'ouverture, de taux de réponse, même en termes de développement de portefeuille. Aujourd'hui, on a un portefeuille, notamment sur la partie mutuelle santé, qui commence à repartir à la hausse. On avait, sur les 5 dernières années, on avait un portefeuille malheureusement qui diminuait. Et aujourd'hui, on a un portefeuille qui repart à la hausse. On est globalement entre 8 et 10% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Donc aujourd'hui, on commence à avoir les retours sur cette approche data-driven. On va continuer à y aller sur d'autres aspects. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la partie data. Il y a tout l'aspect aussi IA, intelligence artificielle, l'IA générative. Comment est-ce qu'on arrive à s'approprier les résultats et les bénéfices de l'IA générative au sein de nos structures? Donc là, on a pas mal de proof of concept qu'on est en train de déployer au sein de la structure. Et aujourd'hui, on a des choses plutôt intéressantes. Je te donne un exemple parmi d'autres. On a nos équipes gestion qui reçoivent beaucoup d'emails. Et aujourd'hui, on a une IAG qui est capable au vu des éléments qu'il y a dans l'email et de son dossier, qui est capable de faire une proposition de réponse. Ok, trop bien. Et donc, finalement, le gestionnaire, au lieu de prendre, je dis n'importe quoi, un quart d'heure pour faire une réponse à un email, il a une IAG qui est capable de lui faire un email type. Et finalement, le gestionnaire vient, comme on l'a dit tout à l'heure, vient valider l'email pour dire « Ok, j'ai checké les 2-3 items qui sont importants, je considère que c'est ok, ça part. » Et donc on a des ROI qui sont assez intéressants sur ce use case-là, et on va continuer à déployer beaucoup d'autres choses. Finalement, gagner du temps au quotidien pour se concentrer sur des tâches plus bénéfiques, quoi. Tout à fait. Tout à l'heure, tu disais il faut qu'on arrive au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard. T'as pas l'impression que grâce à cette donnée, limite le client ou le consommateur, je sais pas comment tu veux l'appeler, en fait ils sont un peu fliqués? Ils pourraient, mais nous on respecte les règles. Ok. Mais c'est vrai en plus, parce qu'on est très audité, très suivi, et c'est normal. On a toute la couche RGPD. On a l'IA Act qui va arriver, sur lequel nous on est déjà en avance de phase pour se mettre d'équerre par rapport à l'IA Act. Et donc on a pas mal de critères qu'on respecte sur la partie minimisation des données, l'anonymisation. Je peux t'expliquer justement pour ceux qui nous écoutent qu'est-ce que c'est l'IA Act? C'est finalement les normes que les groupes doivent respecter en utilisant l'IA. On ne peut pas faire ce qu'on veut, du moins en Europe. Et endroits du monde où c'est un peu plus débridé, mais en Europe on a certaines règles sur lesquelles il y a des règles éthiques, responsables, sur la partie discrimination qu'on doit respecter. Toi, quand tu es arrivé en 2019, c'était pour monter justement ce pôle data. Comment ça s'est passé, la structuration? Comment tu es arrivé à déployer et lancer une transformation? Ça s'est fait par étapes. Au début, c'était on fait un pôle, on met 2-3 services. On a des objectifs et on voit si ça marche. Au bout de 6 mois, 1 an, on a commencé à avoir des résultats probants. On s'est dit, ok, maintenant on a une data qui tourne, on va peut-être aller un peu plus loin vis-à-vis des clients, et donc on va peut-être attacher la communication et le parcours client. Et donc en 2020, on a rattaché à ce pôle-là un service qui s'appelle toujours parcours client et communication,
pour avoir une vision un peu plus globale. C'est-à-dire, j'utilise la donnée, je la cartographie, je suis capable de dire que c'est une donnée de bonne qualité, j'écris des algorithmes pour détecter les appétences et je communique. Et donc finalement, on a une vision un peu transverse de cette approche data. On a cristallisé ce pôle-là qui est devenu une direction, puisqu'on a continué à grossir parce que des ROI probants et parce que des résultats. Et en 2024, avec l'arrivée du nouveau directeur général et l'impulsion d'une nouvelle stratégie pour l'IRSEM, une volonté de muscler la mutuelle. Et donc se dire, finalement, avoir une mutuelle qui est data-driven, allons-y, quoi. Donc on est venu mettre, c'est ce que je dis, et c'est l'image que je donne aux équipes, c'est on a le socle assez fort côté data IA et on est venu mettre au-dessus la direction market et commerce pour donner un vrai ancrage opérationnel à tout ça. Ok. Et tu penses qu'aujourd'hui tu pourrais revenir en arrière sans les algos, sans la data, sans l'IA, on va dire plutôt sans l'IA et sans l'algo, parce que la data a toujours existé. Non, je crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau des équipes, parce qu'aujourd'hui, on l'a peut-être évoqué tout à l'heure, mais on a aussi un changement de paradigme au niveau des équipes. Aujourd'hui, à l'IRSEM, on a des nouveaux métiers. On a les métiers de data scientist, on a des métiers de data ingénieur, on a du data architecte, on a de la data analyse. C'était des métiers qui existaient, mais pas sous cette forme-là. Et donc revenir en arrière avec tous les apports qu'on a pu avoir. Et du coup, à l'inverse, jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, seul l'avenir nous le dira, mais je pense qu'on est en train d'aller vers une stabilisation de cette approche-là. Ça fait un gros pic. Exactement. Et là, c'est en train de se stabiliser. C'est ça. C'est notre courbe, elle va tendre vers une asymptote certainement, où on va intégrer l'IA générative dans les process des métiers. On va tous avoir un agent un peu intelligent à disposition de tous les métiers. Et ça sera plus du tout un sujet exactement comme il y a eu la bulle Internet il y a 20 ans et comme il y a eu l'IT dans les métiers il y a 30 ou 40 ans. Et rapidement, je pense ça va être quelque chose de tout à fait normal et de tout à fait intégré dans les métiers. Et ça, est-ce que... Excuse-moi, je te coupe, mais on le voit aujourd'hui, même dans l'utilisation de tout un chacun. Aujourd'hui, de plus en plus de Français ont un chat GPT sur leur téléphone. C'est clair. Et j'ai discuté avec des amis il n'y a pas longtemps. Un d'entre eux est parti en vacances cet été. Sa fille a eu un petit souci de santé. Je crois qu'elle a avalé de travers. Le premier réflexe, je demande à ChatGPT qu'est-ce que je fais. Il lui a répondu et il l'a traité. C'est dingue. Et donc, de plus en plus, on va avoir ces réflexes-là, même si dans le cadre d'entreprise, on a, nous, pas mal de règles à respecter, puisque voilà, toute la partie données, contrôle de données, etc., qui doit être fait. Mais je dis dans quelques temps, quelques années, ça va être quelque chose de tout à fait normal. Tu sais, tout à l'heure on parlait de prédiction. Et même les données sont collectées de manière différente, même de manière un peu insoupçonnée. On parle même de frigo connecté. Je pars un peu loin. Tu vois, tu sais que dans une famille, il y a des personnes qui sont en fait sujets, par exemple, à tel type de maladie. Tu sais que la personne est connectée à son frigo, qu'elle consomme des trucs qui sont pas forcément pour la santé. L'IA va collecter la donnée de plusieurs manières. Ouais. Même dans l'endroit quand je parle du frigo, par exemple, même de la bagnole maintenant, quand tu conduis, ton style de conduite, c'est pour ça même aujourd'hui, tu as vu, tu as les éco-responsables, tu as même une jauge verte si tu veux quand tu conduis. Et tu es sûr que, justement, avec l'IA, finalement, on va arriver à un niveau taux d'acceptation, si tu veux, de prédiction, comme tu disais tout à l'heure, de 75%, à 99%, même des choses qu'on n'aura même pas pensé en avance. Certainement. Je dirais, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, j'en sais rien. Après, aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir pas mal de règles qui protègent les clients. La personne qui met ses infos sur son frigo, elle est OK pour donner ses infos. Donc derrière... Mais est-ce qu'elle est consciente à qui elle les donne? Toujours pareil. C'est quand tu cliques sur Apple, quand tu dis OK, tu valides les conditions... Il faut lire les petits caractères. Il faut lire les caractères. Est-ce que ça va se retrouver pour l'IRSEM ou pour autre, tu vois? Pour l'IRSEM, peut-être pas, mais je te dis, la vie de tous les jours. Déjà, je pense qu'on va démystifier et dédramatiser l'apport de l'IA.
Se dire que l'IA va faire tout à notre place, je crois pas. Mais tu sais, tu me dis peut-être qu'elle va aller beaucoup plus loin, qu'elle va nous proposer des choses qu'on n'avait pas en tête. Aujourd'hui, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, tu es sur Amazon, il va te proposer des éléments dont tu n'as pas besoin. Il dit, ah ouais, mais c'est vrai, la préco qu'il me fait, j'y avais pas pensé, mais c'est intéressant. C'est déjà le cas aujourd'hui. Après, je pense que petit à petit, et tu vois, les nouvelles générations sont déjà très au fait de ces sujets-là. C'est la responsabilité de chacun. T'es OK pour partager tes données, non tact. T'es pas OK, t'es capable de te protéger, et il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Mais je pense que ça fait partie de l'éducation, comme tu parlais tout à l'heure d'éducation. Et de génération. Sur OK, je partage mes données, je suis OK avec ça. Et je partage pas mes données, et j'essaie de me préserver par rapport à tout ça. Parce qu'in fine, en fait, on va pas se mentir, c'est vendre des produits, que ce soit dans l'assurance, que ce soit sur Amazon ou autre. Aujourd'hui, les générations actuelles, elles sont plus au fait de ce qui se passe avec les données. On peut même parler de manipulation, d'une certaine manière. On peut aller pousser un produit que t'avais pensé, tu n'as même pas forcément besoin, mais on va tapater avec ça. Mais c'est pour ça que je te dis, il y a tout un pan éducatif. Et là, au niveau des pouvoirs publics, au niveau des programmes d'enseignement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit à l'école primaire ou au collège, sur l'importance des données. On parlait aussi des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il faut éduquer les gamins à ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, ce que j'ai le droit de faire, les risques qu'on encourt. Et je pense que c'est de l'éducation et c'est de l'accompagnement. Il y a, on n'y était pas, on était trop jeunes pour ça, mais il y a 30 ans, quand Internet a déboulé ou quand l'outil informatique a déboulé, je suis sûr qu'il y avait eu ces mêmes discussions, et aujourd'hui, c'est OK, il y a zéro problème. Je pense qu'il y a un vrai sujet d'éducation, de dire, je partage mes données, donc voilà à quoi je m'expose, comme quand je mets des photos, je me géolocalise sur les réseaux, OK, il y a un risque, donc est-ce que tu es conscient de ce risque-là ou pas ? À nous, mais collectivement, d'accompagner les générations, les jeunes et les moins jeunes, sur les risques de partage de données. Et je reviens un peu sur, tu disais tout à l'heure, l'importance c'est de vendre. À l'IRSEM, nous, on a une approche différente. Étant donné qu'on est un groupe de protection sociale, et donc ça, ça fait partie de notre ADN, on est là pour protéger. C'est vrai qu'on veut développer notre mutuelle, mais les résultats qu'on dégage, on ne les partage pas à des actionnaire. J'ai rien contre les actionnaires, mais c'est pas la manière dont on voit un groupe comme le nôtre, un groupe de protection sociale. Et donc finalement, les résultats qui sont dégagés sont d'une manière ou d'une autre redispatchés vers nos publics. Et ce que nous, on propose, c'est des produits couvrants, accessibles et inclusifs. C'est-à-dire que nous, on va venir proposer la bonne garantie au bon client. Une assistante maternelle, ses besoins en santé ne sont pas les mêmes qu'un conducteur de travaux. Bien sûr. Et donc forcément, la garantie ou la police qu'on va lui proposer, elle ne sera pas forcément la même. Et donc ce que nous on fait, et nous on est spécialisés sur ces publics-là, des couvertures qui répondent vraiment à leurs besoins. Vous êtes dans la finesse de la proposition finalement des produits aux assurés. Et on parlait des données, de la protection des données juste avant. Est-ce qu'il y aura un jour peut-être une protection de données made in France, une communication sur ça? C'est vrai que c'est un sujet de plus en plus discuté, des données qui sont hébergées de l'autre côté de l'Atlantique par certaines sociétés, chez des Amazon ou des Google. Est-ce que tu penses qu'un jour on aura, dans notre communication, parce qu'on parlait d'éducation avant, mais dans notre communication auprès des utilisateurs, un truc du genre, voilà, vos données sont protégées en France ou en Europe potentiellement? Quand tu vois les Américains aujourd'hui, c'est open bar. C'est open bar, c'est no limit. En Chine, c'est une approche un peu encore différente. En France, je pense qu'on doit trouver notre place. Et je pense que l'IA Act, c'est un premier pas pour y aller, mais on doit aller encore plus loin. Bon, on arrive à la fin du podcast. Merci beaucoup, Oussama, pour ta participation. Pour votre invitation, c'était top. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, on espère qu'il vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast ainsi que YouTube en recherchant WinTalk Podcast et également sur tous les réseaux sociaux en tapant WinTalk.
Merci à tous d'avoir suivi. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao, ciao.